Le Père Noël à Monaco, juste avant sa tournée de cadeaux, il est arrivé non pas en traîneau, mais à bord d'une voiture ancienne, une Excalibur. Ce sont les images que nous avons choisies ce soir pour ouvrir ce JT du 24 décembre. Bonsoir à tous, ravi de vous accompagner pour votre journal en ce réveillon de Noël, un journal qui sera bien évidemment consacré aux fêtes de fin d'année. Et peut-être avez-vous opté ce soir pour un festin étoilé concocté par un chef, et ce tout en profitant du confort de votre maison. C'est le concept des traiteurs à domicile, une tendance qui séduit nombreux d'entre vous. Ce soir, nous reviendrons sur l'un des opéras les plus populaires de Donizetti, à la mise en scène magique et spectaculaire, l'Élixir d'amour, proposé jusqu'au 31 décembre à la salle Garnier. Et puis Thomas Fouilleron sera notre invité. Le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier viendra nous présenter le dernier numéro des Annales monégasques, un ouvrage de référence. Lors du réveillon, certains mettent la main à la pâte pour préparer un menu de fête, d'autres font appel à un service de traiteur. L'opportunité d'avoir une offre sur mesure, un repas complet sans se soucier de la logistique. Exemple ce soir avec le groupe Robuchon, le reportage de Fabien Bonilla et Olivier Bonello. Qui ne connaît pas le nom de Robuchon? Ce célèbre chef a laissé derrière lui une pluie d'étoiles et de nombreux restaurants en principauté. Entre les différents concepts, une soixantaine de personnes travaillent pour ce groupe à Monaco. Sur la principauté, l'entreprise Robuchon, le groupe Robuchon, c'est 3 restaurants. Donc le Délit Saint-Laurent qui se situe rue Saint-Laurent sur Monte-Carlo, et le Petit Café Robuchon, ainsi que Robuchon Monaco, son restaurant gastronomique rue du Portier. Vous pouvez manger sur place, mais aussi vous faire livrer tout au long de l'année, et bien sûr pour le 24 au soir ou le jour de Noël, que ce soit de la boulangerie, de la viennoiserie, pâtisserie, restauration, alcool, en bref, tous les produits du groupe Robuchon. Déjà aujourd'hui, effectivement, c'est un jour de fête ce soir, donc il y a à peu près entre 50 et 60 commandes qui vont partir de nos différents points de vente. Ça va être assez varié, ça va commencer effectivement par des bûches, des desserts, mais ça va aussi être un repas complet, entrée, plat, dessert, avec ou sans personnel, avec ou sans chef à domicile, et des vins également, voilà, donc absolument tout. Pour nous, au niveau des pains, on choisit des produits de qualité avec le minimum d'additifs possible. Tout est façonné à la main par nos équipes. On travaille qu'avec des produits, des matières premières de très bonne qualité. Pour la pâtisserie, ce qu'on peut présenter, c'est des plateaux de mignardises, également des bûches donc à partager pour le soir de Noël. On a également des galettes, des panettones pour tous ces produits à partager à la fin du repas. On propose un peu tous les vins pour tous les poches. On a des petits vignerons, des grandes maisons. Donc en effet, nos clients ils peuvent vraiment s'amuser à choisir les vins. On a des gros formats, des petits formats, vraiment idéal pour toutes les typologies des familles. Le coût pour se faire livrer un repas de fête, pour une entrée, un plat et un dessert, compté à partir de 150 € par personne. Sachez qu'après Noël, il est possible de se faire livrer pour le réveillon du 1er janvier. Une solution en effet alternative et efficace. Culture à présent, le saviez-vous? Gaetano Donizetti a composé dans sa carrière plus de 70 opéras. Si certains sont rapidement tombés dans l'oubli, d'autres ont connu plus de succès et sont présentés régulièrement sur les plus grandes scènes internationales. Parmi eux, l'Élixir d'amour, un joyeux opéra bouffe proposé à la salle Garnier jusqu'au 31 décembre. José Sacré et Thomas Deus ont assisté à une des représentations. Regardez. L'Élixir d'amour de Gaetano Donizetti est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo avec dans le rôle de Nemorino, Vittorio Grigolo, que nous avons croisé dans la salle de maquillage juste avant le spectacle. Vous, Vittorio Grigolo, vous avez été Sinatra d'une manière géniale. Aujourd'hui, je suis rigolo avec le jet devant. Je vais faire rire ce soir, non? Tout à fait. Oui. Et ça vous plaît? Oui, parce que tout le monde, il pense que la furtiva lagrima, c'est une chose, c'est une aria un peu mélancolique. C'est pas, c'est joyeuse. Elle est en mineur, mais c'est joyeux. Opéra bouffe, l'Élixir d'amour est l'un des opéras les plus populaires de Donizetti. C'est un mélodrama giocoso, ce drame joyeux, et selon moi c'est vraiment, pour les non-initiés, une
très belle porte pour découvrir l'opéra. L'humour, la légèreté et puis bien sûr l'amour de cet opéra sont parfaits pour prendre un peu cette température, cette atmosphère de Noël. Les décors, c'est très original. C'est un peu un monde comme de Lilliputien. Alors, pour les plus jeunes, on parlera des Minimoys. Tout est agrandi et nous avons ces petits personnages qui vivent dans des champs de blé, de coquelicots et qui utilisent tout ce que les humains ont pu laisser derrière eux afin de construire leur maison, leurs petits instruments, leurs vêtements et leurs bijoux. Nous avons encore plusieurs représentations, celle du 31 décembre qui sera accompagnée d'une soirée un peu particulière, assez inédite, avec les protagonistes de ce spectacle et bien d'autres surprises. Avec les musiciens du Prince Monaco, le chœur de l'Opéra de Monte-Carlo sous la direction de Gianluca Capuano et une magnifique distribution, l'Élixir d'amour de Donizetti est à l'affiche de l'Opéra de Monte-Carlo jusqu'au 31 décembre. On reste sur scène avec le concert de Noël de l'Académie Régnier III, une tradition qui permet de mettre en lumière l'ensemble du travail réalisé par les élèves et les professeurs et de constater les progrès réalisés depuis la rentrée. Christine Datomel vous en dit plus sur des images de Lionel Bernardi. L'esprit de Noël soufflait sur l'Académie Régnier III il y a quelques jours à l'occasion du concert donné par les élèves et leurs professeurs en cette période de fête de fin d'année. Et c'est devant une salle comble que près de 150 élèves de l'Académie se sont produits à la salle Léo Ferré au programme claquettes et musique, enfin surtout musique, différents courants qui parcouraient les siècles. Tous les orchestres et les ensembles qui se produisent ce soir, effectivement, ce sont des ensembles et des orchestres qui travaillent toutes les semaines à l'Académie. Donc évidemment, c'est important pour eux de restituer le travail qui est fait depuis septembre maintenant. Il y a de la musique du 20e, du 19e, du 18e, un peu tous les compositeurs sont réunis ce soir. Et voir son enfant jouer, voir quel travail a été effectué aussi par les professeurs, je pense que c'est important. Et puis un moment de joie, je pense qu'il n'y a rien qui fait plus plaisir de pouvoir voir la restitution d'un travail artistique, parce que je rappelle effectivement qu'une discipline artistique, c'est quand même une rigueur terrible à produire tous les jours. Donc je peux comprendre que c'est une vraie ferveur pour ses parents de pouvoir voir ça. Et si l'année 2024 se referme sur des notes festives pour les élèves et leurs professeurs, beaucoup de travail les attend encore, car en 2025, un concert des ensembles sera donné au Théâtre des Variétés au mois de janvier, suivi au mois de mars par une soirée piano. Et puis bien sûr, le grand événement qui rassemblera tout le monde, le gala de fin d'année qui se tiendra au mois de juin et qui, exceptionnellement cette fois, mettra à l'honneur la musique et le théâtre. Il est temps à présent de rejoindre notre invité du JT. Il s'agit de Thomas Fouilleron, directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier. Il est venu présenter le dernier numéro des Annales monégasques qui mettent à l'honneur cette année le prince Albert Ier. Thomas Fouilleron est en studio avec Patricia Navarro. Thomas Fouilleron, bonsoir. Bonsoir Patricia. Vous êtes avec nous ce soir pour nous présenter la 48e parution des Annales monégasques. Cette publication, c'est un bien précieux pour le patrimoine de Monaco et sa conservation. Oui, je crois que c'est une publication qui est attendue chaque année, qui arrive un peu tard cette année, au moment des fêtes de fin d'année, pour la hôte du Père Noël, qui nécessite beaucoup de travail, d'où effectivement sa parution un peu tardive cette année, avec un numéro consacré à nouveau, je dirais, peut-être certains diraient encore, au prince Albert Ier, mais le prince Albert Ier est une telle figure de proue pour la dynastie, qu'il méritait bien donc un deuxième numéro thématique, donc c'est la deuxième partie du grand
colloque du centenaire Albert Ier en 2022, dont la parution avait été en quelque sorte interrompue l'année dernière par le centenaire Régnier III et un numéro qui, très légitimement, était entièrement consacré au prince bâtisseur. Il y a toujours en toile de fond cette volonté de mettre en lumière les grandes personnalités, les grands personnages et les grands marqueurs de l'histoire de Monaco. Hein, les grands moments, voilà. Bien sûr, les souverains qui ont donné l'impulsion, mais aussi tout ce qui fait le rayonnement de Monaco à l'extérieur. Donc les fiefs, par exemple, les sites historiques Grimaldi sont des sujets que l'on traite régulièrement. Je crois que, et c'était la consigne qu'avait donnée le prince Régnier à la première équipe, qu'il n'y avait évidemment aucune censure de la part du palais. On peut traiter de tous les sujets. Je me suis moi-même aventuré à évoquer la caricature du prince Albert Ier, donc des caricatures qui évidemment, en tout cas dans la presse écrite et sur les cartes postales qui étaient vendues à Monaco, étaient interdites sous le règne du prince Albert Ier, mais qui dressent en creux un portrait évidemment de l'action, de l'œuvre du prince Albert Ier, que l'on retrouve dreyfusard, que l'on retrouve pacifiste, et évidemment il se fait égratigner, caricaturer par l'image satirique française, mais aussi étrangère, allemande. Donc c'est un témoignage évidemment d'une forme de liberté de la presse, la caricature, et qui cible évidemment de manière souvent excessive, mais en même temps à partir d'une réalité. Et donc ça dépeint évidemment un portrait où l'opinion publique, la presse, la caricature reconnaît par là même une action et un engagement. Et alors c'est amusant justement que vous pointiez du doigt cet aspect de la caricature, parce que ce que l'on sait un peu moins, c'est qu'il était très attaché à son image, le prince Albert Ier. Absolument, ça fait partie peut-être du paradoxe. Toute personnalité a ses paradoxes, mais d'un souverain qui était très libéral, très progressiste dans ses engagements, peut-être à l'extérieur de Monaco, en apparence un peu moins à Monaco. On sait qu'il accorde une constitution relativement tardivement, donc c'est un souverain progressiste, mais qui en même temps reste longtemps un souverain absolu, absolutiste, mais est évoqué notamment dans le numéro la première phase de représentation de la société civile à Monaco à travers ce syndicat d'initiative, donc qui préfigure évidemment la réforme. C'était le début d'une première institution consultative, hein, c'est ça en quelque sorte. Donc il y avait quand même ce souci, effectivement, ça répondait à un certain nombre de revendications de la population monégasque et résidente, et le prince Albert Ier a toujours été effectivement attentif, parallèlement à la représentation élue, à partir du moment où il y a eu une constitution, et donc c'est lui qui a créé le Conseil national, des monégasques, évidemment, de ces sujets, mais en même temps d'avoir, et c'est une forme de préfiguration du Conseil économique et social, d'avoir une représentation des forces vives de Monaco, de la société civile, et donc de ce que l'on appelait les intérêts étrangers, la chambre consultative des intérêts étrangers. Il y a aussi au cœur de ces annales des relations très importantes encore aujourd'hui. Ce sont les relations avec la France. Déjà à l'époque du prince Albert Ier, il avait mesuré la nécessité de bonnes relations et de liens toujours plus étroits. Hein. Absolument. Alors avec la France, je dirais de manière générale, sur un plan affectif, c'est un prince qui est né, qui est mort à Paris, donc c'est un prince parisien. C'est un prince qui considérait la France comme sa seconde patrie, par les engagements, la position de la France, fille des Lumières. Il s'est engagé, on le sait, pour le capitaine Dreyfus, et très proche de certains milieux politiques, nationaux, gouvernementaux, et en même temps, et on retrouve la problématique encore actuelle, évidemment, de Monaco, enclavé dans le département des Alpes-Maritimes, ayant des relations diplomatiques avec la France, et ayant également des relations de voisinage avec les communes limitrophes, avec le département voisin des Alpes-Maritimes. Et une des contributions d'Alain Bottaro évoque justement cette familiarité créée par le prince Albert Ier avec les élus, les parlementaires, le Conseil général des Alpes-Maritimes, les préfets des Alpes-Maritimes. On a coutume, Thomas Fouilleron, de souligner la proximité entre le prince Albert II et le prince Albert Ier. Il n'y avait pas que sur le front de la préservation de l'environnement qu'ils se ressemblaient, puisque le prince Albert Ier aussi était très attentif et féru de sport. Absolument, c'était, comme l'on disait à l'époque, un sportsman. Une presse spécialisée de la Belle Époque, effectivement, l'avait qualifié ainsi. D'ailleurs, le précédent
numéro consacré au prince Albert Ier avait valorisé le prince motocycliste, faisant ses grandes campagnes, ses grands raids à travers la France, seul ou à peu près avec un mécanicien. C'est quelqu'un qui a effectivement eu conscience de l'entretien nécessaire de son corps. Il a voulu garder, et quand on voit effectivement un certain nombre de ces campagnes, alors sur mer évidemment, mais aussi, je pense, on évoquait le Portugal, les Desertas, archipels au large de Madère, dans lesquels il crapahutait largement la soixantaine dépassée, donc il avait effectivement su rester en forme. Et voilà, on évoque évidemment en cette fin d'année olympique l'engagement de Monaco dans le mouvement olympique. C'est sous le règne du prince Albert Ier. Il croyait aux organisations internationales, y compris non gouvernementales. Il avait créé à Monaco un institut international de la paix. Donc pour lui, l'engagement de Monaco dans le mouvement olympique était effectivement tout à fait naturel. Et c'est sous son règne, en 1920, que des athlètes monégasques à Anvers ont pour la première fois participé aux Jeux olympiques. Un dernier mot avant de refermer cet entretien. Dans ces annales, il y a un clin d'œil qui est accordé à Jacqueline Carpine-Langre. C'était la grande spécialiste du prince Albert Ier. Elle est décédée un peu avant le début des festivités de l'année anniversaire. Et c'est vrai qu'elle n'a eu de cesse pendant toute sa carrière de récolter toutes ces informations aujourd'hui qui nous permettent de rendre si actuel le prince Albert Ier. Oui, si vivant. Absolument. Et je crois que on vit de son héritage, de tout ce qu'elle a défriché, et surtout aussi, et c'est une des tâches qui me reste à accomplir avec une petite équipe autour de moi, c'est la publication du fameux journal autographe du prince Albert Ier, que nous n'oublions pas. Alors, la preuve, c'est qu'on a quand même fourni, effectivement, depuis 2022, à peu près 700 pages, donc inédites sur le prince Albert Ier, mais là, il y aura 1000 pages du journal autographe du prince Albert Ier, qui donc, sont toujours sur l'établi, et qui paraîtront dès qu'on pourra donc se sortir des différentes commémorations, mais qui aussi font évidemment le jalon d'une communication de Monaco par son patrimoine et son histoire, et qui sont la légitimité de Monaco, puisque c'est évidemment aujourd'hui à l'échelle du monde presque une anomalie, mais une anomalie qui a résisté au grand vent de l'histoire, parce que la principauté a une histoire très particulière. Et ben voilà, merci pour ce petit scoop, et merci surtout d'être venu nous présenter ce 48e numéro des Annales monégasques en période de fête. Il n'est jamais trop tard pour faire un joli cadeau. Absolument. Merci Thomas Fouilleron. Merci beaucoup. Intéressons-nous à présent à ce parcours original qui nous permet de découvrir une cinquantaine de crèches du monde entier. Le chemin des crèches accompagne la montée de la rampe Major à la place du Palais Princier depuis 10 ans maintenant. Chacune de ces représentations de la scène de la Nativité a sa propre histoire et ses propres particularités, comme nous l'expliquent Gaëtan Lebrun et Julien Laugier dans ce reportage. Comme chaque année, Monaco organise en décembre son chemin des crèches. Une cinquantaine de crèches sont mises en place chaque année sur le Rocher, afin de mettre en avant l'histoire et les traditions ici en Principauté. Fabienne Mourou, créatrice de ce chemin des crèches, possède plus de 300 crèches et santons et les expose chaque année autour du Palais Princier, afin d'offrir un peu de joie et de nostalgie aux passants en ces périodes de fête. C'est une longue histoire puisqu'elle a 11 ans. On a fêté les 10 ans du chemin des crèches l'année dernière. C'est parti d'une idée assez forte, puisque c'était de vouloir reposer un petit peu la nativité et la crèche sur la place du Palais. Et à partir d'un chalet qui a démarré sur la place du Palais, qui était le chalet du Palais, on a commencé à mettre une crèche provençale avec notre souverain. Et le succès a été réel. Et donc les habitants du Rocher nous ont demandé en disant « mais est-ce qu'on ne pourrait pas continuer l'année d'après ?» Et donc l'idée de tous ces chalets est venue à partir de là de s'étendre sur tout le Rocher. Cette année, grande nouveauté, un jeu de culture générale sur le thème de Noël a été mis en place pour les jeunes, via un QR code présent sur chaque crèche, tout le long du chemin afin de rendre les visites plus interactives et essayer de recréer cet esprit de famille. Et j'en profite pour vous rappeler que la messe du jour de la Nativité sera à suivre en direct ce mercredi 25 décembre sur Monaco Info. À partir de 10h30, elle sera célébrée en la cathédrale de Monaco.
Dans un tout autre domaine, nous nous sommes intéressés ce soir aux différents ateliers organisés à la médiathèque de Monaco, un endroit très sensible aux démarches éco-responsables. Pour preuve, l'une des animations proposées dernièrement de donner une seconde vie à vos livres en les transformant en un objet de décoration. Plus de détails avec Frédéric Elion et Jean-Alexandre Dordet. Créer du neuf avec du vieux, redonner une seconde vie à des objets, l'upcycling est une vraie tendance qui allie créativité et respect de l'environnement. La médiathèque de Monaco propose il y a 10 jours un atelier vert et solidaire sur le thème de Noël. Le but, c'est de pouvoir utiliser à nouveau des livres qu'on pensait ne plus pouvoir ni lire parce qu'ils sont abîmés, parce qu'ils sont, on va dire, plus actuels. Et en fait, c'est donner une deuxième vie à des ouvrages vraiment voués à la poubelle. Parce que créer, ça n'a pas de prix, c'est pour soi-même, ça apporte du bonheur tout simplement. Transformer un livre en décoration de Noël, voilà donc la mission confiée aux studieux élèves de la matinée. On plie, on plie, on plie. Et on replie d'une façon, d'une autre, et voilà. J'aime apprendre des choses déjà. Une première chose, les livres j'adore, donc on fait d'une pierre deux coups. J'adore les livres et je sais pas, j'ai une émotion comme ça. Et le recyclage pour moi c'est vraiment, si je peux tout récupérer, tout refaire et les redonner une vie, c'est mon but, quoi. Où est-ce qu'on en est justement lors de cette deuxième vie pour le livre? Expliquez-nous un petit peu. Alors, c'est pour Noël. Enfin, j'espère que ça va donner un sapin lorsqu'il sera fermé. La médiathèque de Monaco est très engagée dans tout ce qui touche à l'éco-responsabilité, avec à l'étage cet espace vert et solidaire où l'on retrouve notamment une grénothèque à disposition et des boutures à emporter à la maison. Ce journal touche presque à sa fin. Avant de nous quitter, le point sur vos prévisions météo avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, allons-nous célébrer Noël sous le soleil ? Oui, un grand soleil même, Émilie. Le ciel sera totalement dégagé la journée ainsi que la nuit, ce qui permettra au Père Noël de naviguer facilement avec son traîneau. Les températures oscilleront entre 5 et 15 degrés. Mercredi 25 décembre, toutes les équipes de Monaco Info se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et découvrez d'ailleurs juste après ce JT le clip de Noël de la direction de la communication et de Monaco Info. L'opportunité pour moi de vous souhaiter également de très belles fêtes de fin d'année et un excellent réveillon. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana qui mettent bien évidemment à l'honneur l'homme de la soirée, le Père Noël. À suivre sur notre antenne à 21 h, le 46e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Quant à nous, on se retrouve demain, 25 décembre à 19 h pour une nouvelle édition sur Monaco Info.